Je vous remercie tous et nous vous remercions tous de votre participation à ce webinaire organisé en partenariat avec la Maison de l'International, le World Trade Center de Brest et la Fabrique de l'Exportation. Pour cette seconde collaboration, nous avons souhaité aborder les transformations de la fonction commerciale export pendant et après la crise de la Covid-2019. Lors de cette rencontre virtuelle, vous serez présenté tout d'abord un état des lieux, les solutions mises en œuvre et les perspectives envisagées. Vous pourrez, à la fin de chacune de ces sessions, soit répondre à un sondage, soit nous transmettre des questions via le chat. Nous serons deux à animer cet événement, Sébastien Kahn du World Trade Center et moi-même. Sébastien, je te passe la parole pour la présentation du fonctionnement de cette session ainsi que des intervenants. Merci Julie, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Justement, je suis Sébastien Kahn, responsable du World Trade Center Brest, qui fait partie d'un réseau mondial de 315 World Trade Center dans 90 pays. Et effectivement, donc, nous sommes très heureux d'initier avec vous ce soir ce webinaire afin de croiser points de vue et expériences concernant un sujet crucial qui est la fonction commerciale à l'international. Quelles sont les transformations vécues depuis un peu plus d'un an. On avait repris une maxime, ou en tout cas une phrase célèbre de Winston Churchill lors du précédent webinaire. Je pense qu'elle s'applique toujours, c'est « Never let a good crisis go to waste », ne jamais gaspiller une bonne crise. C'est vraiment l'occasion de se réinventer et c'est aussi un peu le sens du webinaire de ce jour, c'est de vous donner les clés pour réussir à l'international dans un monde en mutation. Donc effectivement, vous aurez la possibilité de poser vos questions en fin de session et donc j'invite également les participants à couper leur micro si ce n'est pas le cas. Et donc j'accueille avec grand plaisir aujourd'hui Pierre Morvan, dirigeant de la société Tech Nature, qui aura l'occasion de se présenter un peu plus en détail tout à l'heure. Yann Coton, également dirigeant et directeur commercial et voyageur tout récent de la société Medicom. Et puis Arnaud Laurent de la société Allwinds et membre de la Fabrique de l'Exportation. Donc voilà, on a un trio assez représentatif qui va pouvoir nous donner quelques clés de compréhension et puis des éclairages sur les évolutions vécues et probablement à venir aussi sur la fonction commerciale export. Julie, je te repasse la parole. Tu es coupée, Julie. Donc, déjà, je vais me permettre de poser une question donc, à Arnaud, Laurent. Quelles données de cadrage pouvez-vous partager avec nous et l'ensemble du public au nom de la Fabrique de l'Exportation sur les transformations de la fonction commerciale à l'international? Pour vous, est-ce que l'Indiana Jones de l'export est-il en voie d'extinction? Oui, bon. Bonjour à tous. Alors, on est très content au nom de la Fabrique de l'Export d'ailleurs de participer à cet événement sur ce sujet-là parce que dès que la pandémie est arrivée, on a, Julie, tu viens d'utiliser le mot transformation, on s'est vite rendu compte qu'il y avait une véritable transformation qui allait s'opérer. Il ne s'agissait pas du monde d'avant, du monde d'après, mais qu'en fait une transformation était en marche. Et d'ailleurs, la première chose peut-être la plus visible était au niveau des commerciaux. On se souvient, nous tous à la Fabrique, mais également dans les différentes entreprises, que beaucoup de nos clients nous appelaient en disant « Bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec les commerciaux? Alors, la première semaine, ça allait, vite, il faut garder le contact avec les clients, leur demander si ça va bien. Puis de plus en plus, ça s'est un peu étiolé. Puis après, les gens ne voyageaient plus, il n'y avait plus de salons. Donc, en fait, les commerciaux, très souvent, les commerciaux export étaient grounded, cloués au sol, au propre. Plus d'avions, plus de voyages, etc. Et donc, deux questions, qu'est-ce qu'on fait des commerciaux et comment on peut continuer à travailler ce sujet commercial sans faire ce qu'on a toujours l'habitude de faire, c'est-à-dire des salons, des voyages. Et du coup, d'où l'expression d'Indiana Jones qui nous est venue assez rapidement. J'ai dit Indiana Jones, on est tous des Indiana Jones, on l'a été, c'est-à-dire que le commercial export, surtout français, est quelqu'un qui est une sorte d'homme orchestre qui va dans les pays,
qui est capable de présenter l'entreprise, présenter les produits, créer du lien avec des longs rendez-vous, créer du lien le soir, bref, toute une façon de faire du business à la latine, hein, avec beaucoup d'affect. Et ça, c'était plus possible. Et donc, ce qu'on appelle les Indiana Jones, cette façon de travailler, on s'est dit, elle va évoluer. On a commencé au sein de la fabrique à regarder précisément tout ce qui pouvait changer, quels étaient les impacts. Et donc, en tirant un petit peu le trait, on s'est dit, ah oui, les Indiana Jones, il y en aura moins. Et en tout cas, la fonction commerciale va devoir se réinventer. Et on voit arriver certaines tendances qui fait qu'il y a des choses qui resteront, mais plus au même rythme. On ne va plus faire des choses totalement différentes. Enfin, de la même façon qu'avant. Donc, les choses sont en train de se transformer très rapidement et ça va être intéressant de voir justement ce qui a été vécu au sein des entreprises et pour en discuter. Donc, si je veux faire un peu de provoque, c'est oui, les choses se transforment très rapidement et je pense que la fonction commerciale export est la plus affectée dans cette transformation internationale. Merci Arnaud pour ces quelques éléments de cadrage. Peut-être pour présenter Pierre et puis Yann et situer le sujet dans vos entreprises respectives. Donc, on a organisé ce webinaire sur une partie état des lieux, constat, une seconde partie solutions mises en œuvre avec le retour d'expérience des uns et des autres, et puis les perspectives. Elle est encore un petit peu jeune pour venir toute seule, mais en fait, Marie était en vacances cette semaine. Elle a d'abord été en Loire-Atlantique et puis dans... Voilà. Donc oui, Pierre, est-ce que tu peux te présenter, donc situer comment vous travailliez auparavant à l'international? Alors, oui, merci, merci et bonjour à tout le monde. Je dirige l'entreprise Technature, donc nous sommes façonniers en cosmétique, c'est-à-dire que nous formulons, nous fabriquons et nous conditionnons des produits des marques tiers. Nous n'avons pas de marque nous-mêmes. Et notre job, c'est d'aller à la chasse aux briefs dans les différentes marques en France ou à l'international pour les ramener, les traiter au laboratoire et puis après élaborer et fabriquer et vendre les produits. Comment on fonctionnait, puisque c'est l'objet de ta question jusqu'alors, comme le disait Arnaud tout à l'heure, c'est des salons. Donc, je crois que sur 2020, on devait faire 20 salons internationaux. Pour ce faire, on a 10 commerciaux. Technature, on parle entre Dirinon et le Relais Carillon, on parle 10 langues. Ça, c'était le principal fait de prospection. Alors, on faisait aussi quelques missions de l'ordre de, avec Business France ou BCI. Et en soi, on faisait, je mets tout au passé décidément, très peu de tournées dans les différents pays sans instruction. C'est vraiment les salons parce que c'est le lieu où tous les prospects potentiels, les clients qu'on connaît, même pour voir les clients d'ailleurs, se regroupent. Et puis après, il reste le site internet avec quelques entrées qui viennent par là, évidemment. D'accord, merci Pierre. Yann, du côté de Medicom, même question. Comment est-ce que vous travailliez avant 2020 à l'international? Alors nous… Votre métier, pardon. Oui, Medicom, nous on a créé ça il y a 20 ans. On développe des logiciels, on fait de l'innovation pour la radiologie numérique et la mammographie numérique, on va dire l'imagerie médicale. On est présent dans 35-40 pays et notre business model, c'est de vendre à travers des distributeurs et des constructeurs. Donc jusqu'à présent, jusqu'avant le Covid, globalement, je m'occupais à peu près de tout la partie export, bon, avec ses limites. Ça a permis de réfléchir énormément. Donc dans la foulée, on a recruté 2 personnes, on a accentué sur le marketing. Donc là, on est une équipe de 5, donc on est passé de 1 à 5. Donc ce qui est plutôt au niveau réflexion. Et après, on a changé effectivement énormément de voyages avant, un petit peu maintenant, il était temps, mais sans doute moins qu'avant. Effectivement, on va réfléchir. On utilisait les webinaires, donc on
on va utiliser tout ce qu'on connaît, c'est les marketplaces. Donc, on a recruté quelqu'un qui vient des marketplaces. Avant, on était très créneau vertical radiologie, notre métier. On s'est aperçu que c'est pas forcément très bien. On a les compétences, nous, au niveau ingénierie chez nous. Donc, on a changé les profils déjà de recrutement, les façons de démarcher les clients, d'utiliser les réseaux. On est très réseau numérique, LinkedIn, marketplace, j'en passe. On va rentrer dans le détail, Yann. Okay. Et donc, vous étiez, toi particulièrement, tu étais aussi très présent sur les salons. Tu passais beaucoup de temps en déplacement, à peu près la moitié de ton temps, je crois. Ouais, avant, c'était 5 mois plein, 5 à 6 mois plein, week-end compris par an. D'accord. Voilà. Ça, c'était le monde d'avant. C'était le monde d'avant. Le monde d'aujourd'hui, me concernant, ça va quand même être entre 2 et 3 mois, donc 2 fois moins. Et plus mes commerciaux, mais ils vont moins bouger qu'avant. Énormément de prospection. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, encore une fois, quels seraient, selon vous, quels sont, de votre point de vue, les effets positifs et négatifs qu'a eu la crise sanitaire sur votre organisation commerciale à l'international? Par exemple, le format digital permet de mobiliser plus facilement une équipe interne quand ça s'avère nécessaire pour discuter, par exemple, Pierre, dans le cas des briefs avec ses clients. Voilà, qu'est-ce que vous avez gagné et qu'est-ce que vous avez perdu sur le plan du développement commercial export? Pierre, si tu veux bien commencer peut-être. Ouais. Sur la période, on se sera forcément rendu compte que on a une grosse baisse des frais inhérents au déplacement, tout simplement. Je mettrai quand même gentiment un bémol là-dessus, puisque ces frais, quelque part, jusqu'à présent, on les considérait comme de l'investissement pour demain. Et je ne sais pas encore, il est trop tôt pour dire si cette baisse de frais, c'est une bonne ou une mauvaise chose. C'est juste bien à l'instant T. Après, dans les mauvaises choses quand même qui se sont passées sur la période, quand on regarde les chiffres, en ce qui nous concerne en cosmétique, nous on fait en France à l'export sur les marques françaises de cosmétiques, on est sur du moins 17% de commerce export en cosmétique. Les Sud-Coréens ont fait plus de 26%. Ça veut dire qu'on a perdu du terrain. Des effets positifs, c'est qu'est-ce qu'on a mis en place dans l'intervalle, c'est les sujets d'aujourd'hui. Mais en soi, à brûle pour point, la crise comme ça, elle fait juste pas du bien, quoi. Juste, on a réfléchi nos frais quelquefois. D'accord. Et Yann, de ton point de vue, sur les bénéfices et inconvénients en quelque sorte? Non, moi je dirais qu'il y a plutôt pas mal de bénéfices, plutôt que les inconvénients. C'est énormément de réflexion, comme tout le monde, je crois, mais à tous les niveaux, effectivement sur la fonction commerciale, sur le marketing numérique, sur la façon d'aborder les gens, les réseaux, de structurer la société. Donc ça en fait, c'était un tout. Mais moi, je crois qu'il y a énormément de positifs là-dessus. Donc, on a eu une réflexion de fond. Et c'est pas fini. Ça a permis, je pense qu'en une année et demie, on a gagné, nous, 5-6 ans pour structurer la société. On a tout accéléré. Et au contraire, on a recruté. D'accord. On aurait mis plus de temps, sûrement. On a recruté. Donc, et c'est pas fini. Donc, pour nous, c'est plutôt positif. D'accord, donc tu t'inscris pleinement dans les propos de Winston Churchill sur les opportunités que révèlent les crises. Oui. Au niveau de la fabrique de l'exportation, est-ce que, Arnaud, vous dressez des constats un peu similaires? Est-ce que les entreprises que vous accompagnez ont réussi à maintenir une activité commerciale avec leurs partenaires étrangers? Avec quels effets? En fait, j'adore ce que vient de dire Yann, parce qu'on a eu vraiment l'impression que c'est un accélérateur de particules. Parce qu'en fait, il a parlé de transformation, et c'est vrai que, par exemple, le sujet dans ma société, qui est dans le groupe Salvéo, s'occupe plutôt de la transformation internationale, donc de la stratégie. Il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui se sont dit, mais ça fait un bout de temps, j'avais jamais le temps, c'est le moment de me poser, de réfléchir, de voir ce qui a changé et d'accélérer en fait les transformations,
qui rendent, en fait, à la sortie de la crise, certaines entreprises beaucoup plus efficaces qu'avant. Et ça tombe bien parce qu'en plus, toutes les données ont changé. Donc, même si on regardait la situation d'avant, avec des partenaires, avec des clients, en fin de crise, c'est pas les mêmes. C'est pas, parfois, certains vont pas bien du tout, d'autres vont beaucoup mieux. Donc, en fait, et même dans les pays, ça c'est quelque chose qu'on a travaillé au sein de la fabrique, les pays les plus porteurs aujourd'hui sont pas forcément les pays les plus porteurs d'hier. Donc déjà, quand on voit que toutes les données ont changé, bah, regardez qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant pour mon entreprise, comment je peux créer de la valeur par rapport à ça, ou comment je peux choisir des nouvelles approches ou des nouveaux marchés, ça c'est intéressant. Déjà en termes de macro, beaucoup de choses vont changer. Et après, en termes d'organisation, bah, pour rester dans le sujet du commercial, c'est sûr qu'on a vu apparaître certaines entreprises, d'ailleurs certains ont collaboré avec nous au sein du think tank, qui ont dit eh ben, on a dû s'adapter. Le digital, c'est évoqué tout à l'heure, la part du digital est beaucoup plus grande. Donc, les commerciaux doivent faire plus de digital, mais on peut faire des showrooms, on peut faire beaucoup de tests ont été faits au niveau du digital. Et de toute façon, ne serait-ce qu'avec du Zoom et du Teams, il y avait ce besoin de communiquer avec les prospects et les clients et donc de s'adapter. Chacun essaie de s'adapter avec plus ou moins de succès. Ce qui est certain, c'est que ceux qui n'ont rien fait en disant ben, on reste comme ça avec les mêmes ressources, avec les mêmes compétences et on attend de voir ce qui se passe, bah forcément, quand ils se réveillent 2 ans après, le monde n'est plus le même et ils sont pas bien. Mais toutes les entreprises, souvent d'ailleurs des plus petites entreprises agiles, familiales, et dans des régions telles que la vôtre où on a beaucoup de dynamisme, bah celles-ci, en fait, la plupart se sont bien débrouillées. Et celles qui étaient un peu plus vieillissantes, ne se remettaient pas en question, bah peut-être qu'elles vont moins bien qu'avant. Mais on voit arriver des entreprises maintenant sur le marché international qui étaient déjà, mais qui accélèrent très, très fortement et qui même réussissent à rentrer dans des pays en 6 mois. On pourra y revenir tout à l'heure, alors que certains mettaient 3 ans avec des méthodes commerciales traditionnelles. Maintenant, il y a des nouvelles outils, des nouvelles approches, et ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est clair que oui, il y a beaucoup d'opportunités qui sont à saisir, mais donc aussi beaucoup de tests à effectuer. Sur les solutions mises en œuvre maintenant, on va peut-être en parler avec Pierre pour commencer. On voit bien que la nécessité de recomposer la relation humaine en intégrant une approche digitale, c'est nécessaire, mais que ça ne se décrète pas, à la fois en fonctionnement interne comme en externe. Est-ce que Pierre, au sein de TechNature, vous avez réussi à conserver la qualité de la relation humaine en distanciel et si oui, comment? Je ne sais pas si on a réussi à la conserver. En tout cas, on l'a fait différemment que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Alors, outre le fait que nous, on aura vu que la relation par les réseaux sociaux de type professionnel de type LinkedIn, qui, à notre sens, végétait avant cette fameuse crise de la Covid, aura été beaucoup plus dynamique. Nous, au bout de 3 mois de carence de salon, et quand surtout on a vu qu'on n'allait pas pouvoir avoir cette relation avec nos clients, on a pris la décision de faire nous-mêmes notre propre studio télé. Un propre studio télé où on fait on est capable de faire du direct, des enregistrements dans les conditions du direct, ou alors des enregistrements et puis derrière on a toute une table de mixage. Donc ça, c'est l'équipe d'Anne-Claire au marketing chez nous qui est derrière ses PC, derrière sa table là, en train de tout organiser pour faire quelque chose d'une qualité qui est professionnelle. Alors attention, dans la relation humaine, on en garde une quand même, c'est-à-dire que les commerciaux de TechNature aujourd'hui sont devenus des présentateurs télé, quelque part, mais c'est des présentateurs que les clients connaissent déjà, et ça fait quoi? Ça fait que même s'il y a des imprécisions ou quoi, ça passe et ça donne un petit côté relation humaine justement qui perdure fort, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus, on n'a pas pris des journalistes, hein, là très clairement, c'est en interne. D'accord, donc un revirement quand même fort, je dirais, d'une recomposition forte de la relation, mais que vous avez compensé, voilà, par ces séances. En fait, on a essayé de faire les salons virtuels. Nous, ça nous a pas tellement séduit. On a trouvé ça un peu complexe à mettre en œuvre, ou en tout cas pas très efficient. On a participé d'ailleurs, plus que fait, quelques webinaires.
sans vouloir critiquer celui d'aujourd'hui, où là, il y a plus de dynamisme par une interview, mais avoir un gars plan-plan qui parle pendant 1 heure, bah, c'était pas tenable, quoi, tout le monde s'endormait. Donc, il a fallu ces webinaires qui existaient par des Zoom, Teams, il a fallu tous s'éduquer à savoir les utiliser, ces outils. Et nous, on a voulu le faire avec une qualité plus pro. On a donné à Julie quelques images. Si c'est le moment, vous me dites si c'est le moment de les passer pour illustrer ce qu'on a fait en fait. Si tu veux bien, je dis oui. Donc, on s'est créé une plateforme dédiée. On va passer au soin rituel corps et on va commencer tout d'abord par une infusion de bain qu'Alizé va nous montrer. Voilà. Pour les chanceux qui possèdent une baignoire, nous proposons un moment de détente absolue. Sin más preámbulo, los dejo con mi compañera Karen, quien les va a hablar un poco más de nuestro ritual hidratante. Muchas gracias, Santiago. Bueno, todos en algún momento, para comenzar esta demostración, sondern man muss danach die Haut noch etwas reinigen und dafür haben wir Ihnen jetzt einen Foaming Cleanser vorbereitet. Wie Sie in dem Video entdecken können, ist es eine Mousse, die aus Teeextrakten. So step 1, cleanse to remove the excess of sebum. With our flowery meadow micellar water, this micellar water presents the freshness of a tonic water. И для этого я попрошу Лор помочь мне и представить вторую маску. Для увлажнения, в данном случае это гидрогель, под референсом 7V01. 谢谢大家，我们下次再见。好，谢谢大家。今天我们的夏天 SPA 护理。Effectivement, ça montre bien le changement de paradigme ou de façon de faire des commerciaux au sein de l'entreprise. Et puis, c'est pas parfait. Et puis, c'est quand même un autre mode de communication. Et oui, en effet, tout à l'heure, je disais qu'ils sont 10 et on parle 10 langues. Et on va le faire. On l'a pas fait en sous-titré ou quoi. On l'a fait dans les 10 langues. Ou je crois qu'on l'a fait jusqu'à 7 langues. En tout cas, plusieurs choses. Ouais. Et donc là, le lien est créé régulièrement, je dirais, ça, ces différentes séquences. On a créé une plateforme où on leur donne des rendez-vous. Une petite anecdote, c'est super rigolo de savoir qu'on le fait en 7 langues. Donc, on donne on le fait en direct pour plusieurs. Et un Espagnol, quand il sait qu'il a loupé sa session en espagnol, qui est pourtant en replay, il va préférer aller voir celle qui est en direct à 15 heures. C'est juste un truc de dingue. Alors, c'est parce que il peut aussi chatter, poser des questions. En réalité, les questions, je vais voir si ce soir on en a, mais en réalité, les questions, on n'en a pas tant que ça. Mais par contre, le fait qu'il soit en direct alors qu'il y a tout le replay dans sa langue, il va préférer le direct. C'est marrant, hein. Partager le moment, quand même. Yann, de ton côté, au niveau de la relation humaine aussi, donc je crois que lorsqu'on avait préparé ce webinaire, tu disais qu'on était des humains relationnels, et que toi, c'était particulièrement, on va dire, important dans tes relations avec tes clients. Comment est-ce que tu as réussi à maintenir ce lien et qu'est-ce que tu as trouvé comme solution pour le maintenir? Alors nous, on utilisait avant le Covid des webinaires, mais on est dans un domaine hyper technique et hyper concurrentiel. On a même des logiciels gratuits, donc expliquer qu'il faut acheter quelque chose alors qu'il y a du gratuit, c'est pas toujours très simple. Et ça nous a permis en fait surtout que les gens admettent beaucoup mieux les webinaires qu'avant. Et nous, on fait des webinaires techniques, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire des présentations de nos produits, des stations pour faire du diagnostic mammographie ou de la téléradiologie. Et donc, en fait, ça a été un accélérateur, nous, au niveau de… Quand il y avait des prospects, plutôt que de ne rien faire, directement, on est passé sur la compréhension des produits pour nos partenaires. Et ça a été…
pour nous, ça a été bénéfique. On le faisait avant, mais on prêchait un peu dans le désert. Aujourd'hui, quand on propose un webinaire technique, il n'y a aucun problème. Maintenant, on va faire des webinaires à thème où on va inviter, sur une thématique particulière, on va inviter 5-10 personnes. Mais on a aussi des webinaires personnalisés où là, le but, il est effectivement de préparer les ventes. Donc, il y a eu des changements. Après, nous, on en a 10 000, on a parlé effectivement des réseaux sociaux, des marketplaces, de LinkedIn et autres, qu'on utilise énormément, mais pas uniquement pour de la communication. On demande en fait à nos business développeurs d'aller fouiller le réseau de nos abonnés pour voir qui on peut présenter, comment sont structurés les marchés et autres. Donc, effectivement, un changement énorme. Oui, une forme donc d'intelligence économique en fait adaptée au développement international. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Au-delà des difficultés et des parades que vous avez trouvées donc, pour maintenir le contact avec vos clients, prospects, partenaires, comment est-ce que les globetrotters hein, qui représentent vos entreprises à l'étranger ont vécu cette période d'immobilisme? Parce que c'est quelque part aussi un peu traumatisant, des gens qui sont habitués à être effectivement constamment dans le déplacement, dans l'action. Comment est-ce que vous les avez accompagnés, entre guillemets, soutenu leur morale pour transformer un peu leur façon de travailler? Pierre? Déjà, ils l'ont subi avec une grande fatalité, il faut être clair. Hein. Je pense qu'il y a toujours le mordant de vouloir repartir, la hâte de vouloir repartir. Le fait qu'on le fasse là avec des nouveaux outils, avec un peu de changement, parce que c'est aussi ça le job de commercial export, hein, c'est que c'est tous ces changements, ces choses qu'on ne sait pas ce qui va arriver le lendemain matin quand on va prendre son taxi, il peut y avoir quelques soucis. Voilà, le fait qu'ils arrivent à être le petit challenge de faire de la présentation télé, ça peut être, ça a un petit côté fun. Après, si dans les 2-3 premiers mois du confinement, c'est vrai que c'était un peu morne en termes d'activité nous concernant parce que nos clients n'étaient peut-être pas au rendez-vous du télétravail. Après, il reste l'activité de tous les jours avec des contacts qui se font en effet en digital en permanence. Ouais. D'accord. Et chez vous, Yann, au niveau de Medicom, c'est peut-être plutôt toi qui voyageais, mais… Ouais, alors les business développeurs, en fait, chez nous, pour l'instant, ils sont pas chez nous. En fait, on a Annick qui est dans le sud, on a Benjamin qui est au Maroc, donc on en a d'autres qui sont en Amérique du Sud. Donc j'ai passé beaucoup plus de temps, très franchement, à faire du soutien, de discuter, de garder le lien avec tout le monde, c'était important parce qu'on voyait bien que je sais très bien que c'était très difficile pour eux de faire de la prospection tout le temps, de trouver de nouvelles idées. Les webinaires ont permis de garder un lien quand même avec eux, mais ça a été bien sûr une période difficile et tous attendent quand même de bouger un petit peu pour voir leurs clients. Nous, ils ont fait énormément de prospection, donc maintenant, ça va être le moment de voir les gens. Mais ouais, j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'heures par jour à faire du soutien, à discuter. Je pense que c'est important de maintenir cette cohésion et cette écoute. Au niveau des changements que vous avez connus, est-ce que ça a aussi mis peut-être en exergue des compétences manquantes au sein de l'entreprise pour s'adapter aux nouvelles façons de développer vos affaires internationales et quelles compétences vous semblent essentielles pour accompagner le développement de votre entreprise aujourd'hui et demain? Est-ce qu'il y a des métiers, entre guillemets, que vous n'aviez pas auparavant et que vous avez intégrés et qui seront demain véritablement essentiels pour poursuivre votre activité internationale? Pierre, nous concernant le métier de gérer les réseaux sociaux, de communication digitale, s'il était déjà là, il a fallu renforcer sérieusement les troupes pour être capable, et avec des gens peut-être plus formés sur ces sujets-là, pour être capable d'aller jouer sur ces terrains-là. C'est-à-dire que on le savait, on l'avait peut-être que moyennement mis en œuvre avec
C'était des personnes qui le faisaient avec d'autres fonctions dans l'entreprise. Bon, là, maintenant, clairement, il faut du monde dédié sur cette communication digitale. Et puis, tout simplement, hein, comme tout le monde s'y est mis aussi, il y a beaucoup de communication digitale, et il faut sortir du lot. C'est clair qu'il faut se démarquer, oui. Pour vous, Yann, il y a des compétences qui se sont avérées indispensables, hein? Ouais, nous c'est vrai que bon, on a fait le virement en recrutant quelqu'un qui venait des marketplaces, mais aujourd'hui on n'envisagerait même pas de revenir au monde d'avant en recrutant un commercial de la radiologie ou de la mammographie, quoi. Pour nous, en tout cas, ce temps-là est fini. On s'est dit que de toute façon, s'il y a les connaissances techniques, on les a. Nos ingés l'ont. Donc, ça va être vraiment le marketing numérique, les marketplaces, les réseaux sociaux, tout ce qui est communication numérique. Ouais, c'est un vrai changement. Et on ne reviendra pas en arrière. Non, je pense effectivement que le changement et le virage est vraiment pris. Arnaud, une question pour toi et pour la fabrique de l'exportation. Il y a une question de fond, je dirais, qui ressort de ça, c'est on parle davantage de développeurs d'international plutôt que de commerciaux, les développeurs étant une dimension plus large. Est-ce que c'est également un constat que vous faites au niveau de la fabrique, et est-ce que voilà, les compétences qui ont été, qui sont attendues, est-ce que vous avez déjà réfléchi aux sujets qui seront demain essentiels pour les entreprises, hein? Ouais, alors il y a deux choses, c'est que on voit le côté humain était très très important pendant cette crise. Je vous entendais, Pierre et Yann, parler du soutien, notamment moral des équipes ou comment les accompagner. Il faut bien voir que pour certains, ça a été très anxiogène et il a fallu accompagner les équipes pour leur montrer, les emmener vers un futur en disant « vous inquiétez pas, on va aller à l'international, on va réussir à se développer, on va faire autrement ». Il y en a qui étaient anxieux. Il y avait aussi, nous, on avait certains chez Selvéo, un client, un directeur export, tous ces commerciaux étaient un peu comme les tiens, Yann, dispersés partout dans le monde. Et donc, il faisait du soutien, des réunions régulières, mais il a fallu mettre en place avec lui, on a fait du coaching et du team building à distance. Et c'était des trésors d'ingéniosité, d'essayer de trouver des jeux, de faire du team building, des choses adaptées à ça pour créer pas simplement le soutien psychologique, mais aussi retrouver le sens et le plaisir de partager un certain nombre de choses, de mieux se connaître, parce que certains étaient rentrés dans l'entreprise et s'étaient jamais rencontrés physiquement. Donc, il y a eu ce nouveau type de choses qui sont arrivées. Et en termes de compétences, c'est vrai, quand on demande à nos clients aujourd'hui, avant, ils demandaient souvent, le titre, c'était directeur export. Et il se trouve que chez Selvéo, on fait pas mal de recrutement. On voit toujours le terme de business development. Et quand on regarde les profils des gens qui sont amenés à faire ça, on est beaucoup plus dans, je dirais, un autre niveau. C'est pas forcément supérieur, mais c'est d'autres types de compétences. C'est-à-dire, comme on l'a dit, à la fois des gens qui connaissent la stratégie internationale, qui ont été à l'international, mais qui savent aussi c'est pas le fait de moins voyager, mais qui savent être beaucoup plus dans l'entreprise avec tous les différents services pour aider à transformer ça en éléments de marketing digital. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, mais on se rend compte que le marketing digital, qui est prôné par notamment tous ceux qui font la transformation digitale, c'est pas la solution en soi. Comme l'ont très bien expliqué Pierre et Yann, c'est parce qu'eux, ils avaient l'habitude, ils sont expérimentés à l'international, qu'ils ont su utiliser l'outil digital pour le mettre au service de la commercialisation internationale. Donc, on voit une sorte d'hybridation entre le savoir-faire de l'internationalisation qui est déjà dans l'entreprise, dans la tête des dirigeants et dans l'expérience des commerciaux, et l'expérience en marketing digital qui peut être avec des plus jeunes pour incorporer dans la boîte. Et il y a cette sorte d'hybridation qui doit être faite. Donc, le responsable n'est pas comme avant le chef des Indiana Jones, qui lui-même a toujours été Indiana Jones et doit motiver et aller sur le terrain. Mais c'est quelqu'un qui doit aussi être beaucoup plus stratégique, comprendre beaucoup plus d'éléments, aussi bien la technique, la stratégie, le marketing digital, et travailler avec les équipes pour ensemble faire une offre qui va permettre d'être commercialisée en partie à distance, qui va être entretenue, parce qu'on a commencé à l'évoquer, tout ce qui est service après-vente, ou dès que c'est très technique, en fait, il faut voir aussi que toutes les équipes techniques ont dû commencer à filmer les machines, à faire de l'assistance à distance. Donc c'est toute l'entreprise qui s'est internationalisée depuis l'avant-vente jusqu'à l'après-vente, parce qu'en avant-vente, c'était très bien évoqué par Pierre, c'est qu'il y a eu beaucoup, les commerciaux, on leur a demandé de faire de la prospection.
d'aller chercher des nouvelles cibles, donc d'utiliser beaucoup plus d'intelligence économique, d'aller chercher, de faire des études. Avant, ils n'avaient pas le temps. Donc, on a un modèle maintenant qui est beaucoup plus complexe. On a l'impression à la fabrique que le développement international est monté en compétence. On se pose même la question de comment on va former les futures générations, parce qu'il n'y a pas d'école à proprement parler du développement international. Les gens apprennent sur le terrain dans l'entreprise. Et il faut apprendre, pour être responsable de l'internationalisation des entreprises, il faut beaucoup plus de savoir-faire et intégrer beaucoup plus de choses qu'avant. Et alors, se pose la question des anciens, de ceux qui travaillaient de manière un peu différente. Et il se trouve qu'il y a peut-être une solution pour certains d'entre eux, parce que c'est des gens qui aimaient voyager, qui aimaient rencontrer les gens, qui aimaient le contact local aussi. Et il se trouve que comme on est dans l'hybridation, on voyage moins, mais on a besoin de plus de présence sur place. On voit dans nos entreprises, pas mal d'entreprises qui utilisent du portage ou qui rachètent des entreprises locales et qui essayent, sur les marchés prioritaires au moins, d'avoir une présence locale. Eh bien, la plupart de ces commerciaux, parfois, et s'ils ont la possibilité au niveau de vie de famille, etc., sont d'excellents candidats pour devenir représentants de l'entreprise sur place ou gérer des filiales commerciales, donc travailler comme ça. Mais ce qui est certain, c'est que le métier, à notre sens, a déjà profondément évolué sans qu'on s'en... Enfin, c'est plus les mêmes profils, plus exactement les mêmes profils qui sont directement opérationnels. D'accord, merci Arnaud. Je propose peut-être de prendre quand même quelques questions là que je lis dans le fil, et puis n'hésitez pas à en poser d'autres. Comment dire, Stéphane Boulet qui demande: est-ce que cette transformation amène à un travail plus collaboratif de la part des commerciaux export avec le reste de l'entreprise? Bon, je pense que voilà, Arnaud a apporté la réponse, mais je pense que peut-être Pierre ou Yann, si vous voulez compléter, est-ce que ça a rapproché les liens, je dirais, au niveau des différents services de l'entreprise, hein? Ça les a certainement pas distendus, en tout cas, ça c'est certain. Après, contrairement à ce que disait Yann tout à l'heure, nous, on n'avait pas des commerciaux qui étaient en dehors de leur foyer 5 mois par an, en fait. On n'est pas à ce niveau-là non plus. Donc, fait que cette notion d'équipe, elle était déjà là. Après, c'est vrai que ceux du laboratoire, les techniciens au laboratoire, on les envoyait pas à l'autre bout du monde, alors qu'aujourd'hui, on les met devant la caméra. Ça, c'est clair et net qu'on ne le faisait pas et qu'on le fait. Et puis, on voit, nous, on a vu, alors, en tant qu'acheteur, là, dans l'autre sens, en effet, on a fait en direct des essais de machines à distance d'Allemagne. Là, on nous a montré le fonctionnement et puis ça nous allait. Et donc oui, il y a beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin en fait. On va gagner en réalité, on gagne énormément de temps sur ce appareil. D'accord. Et Yann, peut-être une autre question pour toi ou Pierre, si vous voulez, mais comment faites-vous évoluer vos politiques de recrutement et de recherche de compétences sur les fonctions commerciales? Donc ça, c'est un enseignant-chercheur de l'IAE de Poitiers qui pose cette question. Alors, je peux juste commencer, puis après, j'arrêterai de parler, ça sera bien. Moi, quand Arnaud dit que, quand il parle de la formation dans les écoles, comment on va les former, moi, je trouve qu'ils sont peut-être mieux formés aujourd'hui à être capables de gérer de la communication digitale. Enfin, ils le sont déjà. Et je trouve que si hier, j'avais plutôt à dire qu'ils n'étaient pas formés à aller faire du commerce international de Indiana Jones, parce qu'en réalité, ça s'apprend aussi fort sur le tas, il faut être clair. Mais aujourd'hui, cette communication digitale est longue quelque part déjà depuis même quelques années. Donc moi là-dessus, je ne suis pas du tout inquiet sur les générations à venir. Je crois même qu'ils vont être plus vite calibrés au marché que ce que ça l'était hier. Ah, j'aime bien. Yann, tu confirmes? Oui, alors moi, de façon surprenante, parce que je suis pas un adepte du jeunisme, compte tenu de mon âge, non, je plaisante à peine, mais et là, il se trouve que c'était pas une fonction export, mais je vais y revenir. On devait recruter une ADV, on avait le choix entre quelqu'un d'expérimenté, 55 ans, et puis une jeune diplômée, qui parle 4 langues et tout ça, qui n'avait pas tout à fait le profil. C'est elle qu'on a choisie. On se demande aujourd'hui pourquoi on a hésité.
Parce qu'effectivement, c'est elle qu'il fallait prendre. C'est elle qui a le potentiel, c'est elle qui a les compétences. Demain, si on veut faire évoluer vers le marketing numérique, et c'est évident que si demain, on a d'autres recrutements, on va s'orienter vers des profils de ce type-là. Bon, malheureusement, tant mieux pour les jeunes qui sortent des écoles, mais effectivement, ils ont des compétences qui sont indispensables aujourd'hui, pour nous, en tout cas. Ok. Peut-être encore une question ou deux. Je vois que Florence Vinclair avait posé une question tout à l'heure. Pensez-vous que les transformations conduisent les PME à privilégier davantage l'exportation directe pour garder plus de contrôle, par exemple? Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre? Est-ce que ça a changé? Non, je pense pas. De mon point de vue, je pense pas, puisque en effet, on a été cloué au sol en ce qui concerne les voyages internationaux. Mais par contre, quand on avait la structure de distributeurs sur place, eux, ça dépend des contextes nationaux, hein, eux, ils ont été capables de bouger. Donc, je pense à l'inverse que, comme a pu l'évoquer tout à l'heure Arnaud, peut-être, Sébastien, je ne sais plus comment, peut-être qu'il y aura plus de réflexion sur des filiales ou vraiment des implantations locales, puisqu'on ne peut pas bouger dans les autres pays, peut-être qu'il va falloir travailler à partir des pays. Et la solution d'avoir des distributeurs, dans ce cadre-là, elle devient la bonne. Donc, moi, je ne pense pas qu'on ira plus de direct, mais à l'inverse, plus quelque part d'une forme de stabilité du business intrinsèquement à un pays. On s'est rendu compte qu'on pouvait arrêter les liens entre les pays. C'est quand même nouveau, quoi. Arrêter les liens physiques. Ce qui est très juste, c'est que le direct, en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. Il existe toujours, mais au lieu de se déplacer, non, on met quelqu'un sur place. Et donc, on peut faire du direct que dans les pays vraiment prioritaires et en le faisant encore plus direct puisqu'en s'installant sur place. Mais le reste, la logique de partenariat avec des distributeurs, voire des agents, mais surtout des distributeurs, est effectivement beaucoup plus pertinent. Donc, même c'est effectivement les choix d'accès dans les pays sont devenus encore plus stratégiques. Parce que si on ne choisit pas le bon, par contre, le marché, comme tu l'as dit, Pierre, sur certains marchés, on perd de la part de marché parce que d'autres vont être plus proches du consommateur ou avoir des solutions plus pertinentes et nous, on ne peut pas aller les voir. Donc, il faut faire très, très attention au choix d'approche du pays, encore plus qu'avant. Ouais, pour rebondir sur cette question-là, sur une question de Sébastien Collela, qu'en est-il des salons internationaux? Peut-être, Yann, toi qui revient de Abu Dhabi, c'est ça, ou de Dubaï, hein? Alors, Côte d'Ivoire et je pars à Dubaï. D'accord. J'ai pas entendu le début de la question, pardon. Est-ce que les salons internationaux, je dirais, c'est quelque chose que vous allez continuer à fréquenter? Je pense que c'est la question de M. Collela. Je vais répondre là-dessus. Pour nous, oui. Déjà par rapport à la question précédente, je suis d'accord avec Arnaud et Pierre. Ça ne va rien changer. Autant on change tout dans la société, la seule chose qu'on ne touche pas, c'est le réseau de distributeurs et des constructeurs. On reste là-dessus. Pour les salons, oui, on en a un samedi à Dubaï, on en a un autre à Miami fin août, et on recommence là-dessus. Pour nous, on ne va rien changer sur les salons. On va continuer. On va sûrement les sélectionner beaucoup mieux qu'avant. Ça, c'est sûr aussi. Mais en tout cas, on va les garder. Évidemment que le webinaire numérique a changé, mais le présentiel, c'est à la mode ce mot-là. Le présentiel est important et ça permet je l'ai vu en Côte d'Ivoire, ça permet d'aborder des sujets évidemment qu'on n'aborderait pas sur un small talk. Donc, c'est une palissade, mais ça reste vrai. Donc oui, on va continuer les salons. Est-ce que je peux compléter un point qui me vient à l'esprit et qu'on a vu lors de nos études là sur le sujet, c'est qu'on a beaucoup parlé de marketing digital dans la commercialisation, mais en fait, dans le digital, il y a aussi la recherche de données. Et je pense que là où on était plusieurs à dire il faut faire beaucoup plus d'intelligence économique, là, ça s'est imposé. Parce que pour faire de la prospection alors qu'on ne voyage pas, on est obligé d'aller chercher de la donnée sur le marché, sur les concurrents, etc. Et ça, je crois que c'est devenu quelque chose d'important aussi. Il y a toute la partie données en amont et puis après la façon dont on communique par le marketing digital. Et ça va nous servir même, c'est en t'écoutant Yann en disant on va sur les salons. Je crois que même sur les salons, on fera un peu différemment parce que comme on va se renseigner un peu plus sur le marché, le potentiel et peut-être même sur les gens qu'on va rencontrer, on va tout de suite avoir beaucoup plus de profondeur dans la relation et peut-être dans la sélection de nos partenaires.
Alors qu'avant, il faut avouer que les Français, on était les champions des salons et on trouvait nos partenaires souvent, alors pas peut-être vous qui avez beaucoup de maturité, mais à la fin du salon en disant tiens, il faut qu'on trouve un partenaire. Ben là, le fait de travailler en amont, et nous, on voit beaucoup plus d'utilisation d'intelligence économique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, je pense que c'est aussi une leçon de la crise, c'est-à-dire quand on ne peut pas aller sur place, l'autre nécessité, c'est de quand même se forger une opinion et de voir à peu près clair. Et pour ça, il faut aller chercher de la donnée. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, effectivement, Arnaud, avec ce point-là, qu'on a pu voir effectivement sur différentes conventions d'affaires. Les gens étaient efficaces et focusés sur effectivement le sujet du rendez-vous, mais avaient déjà pris les renseignements nécessaires au préalable. On va migrer sur la troisième séquence de ce webinaire et donc plutôt sur les perspectives. Comment dire, voilà, tout le monde s'est employé à mettre en œuvre des solutions plus ou moins couronnées de succès pour favoriser leur développement international. Avec le recul qu'on a aujourd'hui, quelle solution, quel outil vous a véritablement permis de rebondir et lequel s'est avéré à l'inverse improductif? En gros, quel est le top que vous garderez quoi qu'il en soit et le flop que vous avez expérimenté mais que vous dites, bon, on retravaille ou en tout cas, ce n'est pas la solution. Yann, si tu veux commencer peut-être. Voilà, moi, je dirais plutôt sur les tops, en fait, mais c'est lié, hein, c'est deux axes, j'en ai parlé. C'est les webinaires individualisés qui nous permettent, nous, de faire une démonstration très technique de nos produits. Autrement, on ne le faisait pas, donc ça aide la partie commerciale en relation avec tous les réseaux professionnels, style LinkedIn, qu'on utilise vraiment à fond. Ça permet d'avoir énormément de prospects et justement, après, on transforme via les webinaires. Donc, très franchement, là-dessus, de cette période encore, moi, je vois très peu de flops. Vraiment, c'est pas qu'on ait que des réussites, hein. C'est que j'en tire vraiment presque que du positif, quoi. Donc, c'est vraiment les marketplaces, les réseaux sociaux, les réseaux professionnels style LinkedIn et d'autres, et suivi de webinaires de façon à ce que le prospect puisse voir exactement ce qu'on fait. Parce que parler, c'est bien. Dans notre domaine, montrer, c'est un peu mieux pour expliquer pourquoi on est un petit peu meilleur en mammographie que les autres. Voilà. Voilà pour nous. D'accord. Pierre, de ton côté? Je vais dire sensiblement la même chose. Nous, là, pour le coup, les flops de ce qu'on ait pu mettre en œuvre, non, ça va plutôt bien. Alors, il ne faut pas me parler ROI aujourd'hui, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que on se focusait jusqu'à présent sur des innovations plutôt produits. Là, on a fait une forme d'innovation communication. En fait, on reste sur de l'innovation et l'innovation, c'est ça qui construit la notoriété à terme, en fait. Et en ayant vu qu'on ait fait les choses différemment, ça marche. La différence marche, à mon sens, marche toujours bien. On se rend compte sur notre fameux studio, nos fameux enregistrements qu'on a gagné sur autre chose, c'est qu'on savait déjà, et pourtant on n'avait pas mis en œuvre, on savait déjà que les gens lisent plus. L'instantanéité est tellement mieux que la lecture d'une fiche technique ou un mode d'emploi qui est déjà arrivé à la 80e page de son mode d'emploi de je ne sais pas quoi. Et ben là, ils ont une vidéo. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que quand ils sont capables d'aller choper la vidéo en replay, on leur dit va voir sur la vidéo qu'on t'a préparée et on en discute derrière. Et ben, c'est plus dynamique, ça marche mieux, il y a plus d'informations qui passent et ça n'empêche pas qu'on puisse faire du purement technique derrière. Donc, c'est une corde à l'arc supplémentaire en réalité. D'accord. Donc, le modèle économique, finalement… Pardon, Pierre? Je disais, comme disait Yann tout à l'heure, on ne va pas arrêter les salons. C'est quelque chose qui vient en supplémentaire. D'accord. Et finalement, donc, c'est de se différencier effectivement sur la façon de communiquer. C'est une façon de faire bouger un peu votre modèle économique. Et je crois d'ailleurs que vous êtes allé même au-delà de ça, parce que tu nous parlais
d'un salon que vous avez organisé avec… C'est pas vraiment un salon, mais c'est parce qu'à un moment, on a moins bougé, on a peut-être peur de s'ennuyer. Donc, j'ai challengé l'équipe sur faire un festival. Et dans le festival, on a fait quoi? On a invité des fournisseurs à venir pitcher sur notre plateau, dans notre studio, pitcher sur ce qu'ils faisaient. Des personnes qui sont du monde de la cosmétique, mais même des concurrents qui sont venus pitcher sur leurs produits et leur savoir-faire. On a fait des tables rondes. Ça, c'était à raison de, je crois que c'était 2 sessions par jour. Et puis on est sorti au-delà du monde de la cosmétique, et j'ai vu qu'il y avait Empreinte qui est là dans l'auditoire. Oui. On a fait une thématique en russe sur c'est quoi le Made in France. Pourquoi est-ce qu'il faut se valoriser? Donc ça a été fait en russe sur un sujet qui est autre que notre pur sujet de la cosmétique. Donc, une entreprise brestoise, une entreprise d'Irinon ou le Relais Kérayon, mais avec donc 2 personnes de nationalité russe qui expliquaient leur point de vue sur le Made in France. C'est assez fort, effectivement. Exactement, en l'occurrence 2 sœurs jumelles. 2 sœurs jumelles, ouais, ça c'est dingue. Ouais. D'accord. Bien vu. Et Yann, tu me disais dans la préparation que ce que tu avais retenu et en termes de perspective, c'est qu'il fallait, je vais le faire en anglais, mais think out of the box et sortir du cadre habituel de réflexion qu'on a. C'est quelque chose que vous avez vraiment vécu et que vous allez continuer à mettre en œuvre? Alors aujourd'hui, réellement, hein, c'est quelque chose qu'on essaie de faire vraiment tous les jours. Vraiment tous les jours. Mais, et c'est pour ça que je dis que ça a accéléré à tous les niveaux, marketing, commercial, idées, stratégie. Ça va même, il y a des répercussions au niveau de la stratégie de l'entreprise et même du technique. Vous voyez, parce que pour des gens, c'est évident. Nous, on est une petite société. Hein. Voilà, on va mettre nous, on dirigeait à 2, hein, à 1 surtout, enfin à 2. Et là, en fait, on va faire tous les mois, à 5-6, une revue de direction. On va associer des collaborateurs à nous pour réfléchir ensemble à la stratégie et pas uniquement la garder pour nous. Donc oui, ça a été, c'est vraiment tous les jours, on essaie vraiment aujourd'hui d'avoir au moins une idée nouvelle. Ça paraissait évident avant, aujourd'hui c'est vraiment le cas, quoi. Donc, eh bien, écoutez, vous avez encore quelques minutes si vous souhaitez poser des questions dans le chat. Arnaud, si tu veux peut-être quelques mots, je dirais, de synthèse sur voilà, cette transformation qui ont été un peu illustrées par Pierre et par Yann. Qu'est-ce que tu en retiens, toi, comme fait saillant? Voilà, la première chose qui me vient, c'est le mot stratégie. Je trouve ça incroyable. Transformation et stratégie, on l'a utilisé beaucoup, alors que je vous garantis qu'il y a 5 ans ou 10 ans, on ne parlait pas à une PME de stratégie. Stratégie, c'était du truc stratosphérique, il n'y avait pas besoin, parce qu'on n'avait pas ce besoin. Et en fait, là, cette transformation qui a presque été obligatoire et qui a été hyper rapide, on ne s'en rend même pas compte à quel point c'était rapide. Et si on devait faire, regarder l'entreprise de Pierre et celle de Yann il y a 2 ans exactement et maintenant, et qu'on regarde, waouh, c'est incroyable ce qui a pu se passer. Et donc, c'est là qu'on voit que dans ces périodes de transformation rapide, et j'ai discuté d'ailleurs avec quelqu'un ce matin qui me reparlait du livre Océan Bleu. Il existe depuis longtemps. Il y a plein de gens qui l'ont relu et qui disent « mais maintenant, je trouve ça génial alors qu'avant, je trouve que c'était marketing, etc. » Parce que toutes les entreprises plus agiles, dont les excellentes entreprises que vous avez conviées aujourd'hui, montrent que, en fait, ça leur a donné de l'énergie, du bonus pour se réinventer, pour accélérer et s'en sort plutôt renforcé. C'est pas le cas de tout le monde et je trouve que faut vraiment prendre ça en considération. Quand je me suis formé là il y a pas longtemps, j'ai appris le terme qui était de constructivisme et de dire que les entreprises agiles, les entreprises modernes, essayaient de mettre un peu de flexibilité dans l'organisation, dans la stratégie, dans la vision, parce qu'ils se sont rendus compte que ça bougeait tellement vite que si on avait un système trop rigide, ça marchait pas. C'est comme si on faisait des immeubles avec une part de caoutchouc au milieu du béton. Ouais, c'est à peu près ça. Et là, je trouve qu'il y a eu vraiment de très, très beaux exemples d'entreprises qui ont quelque part su rebondir et prendre en compte cette transformation permanente
que ce soit au niveau RH, on l'a vu, que ce soit au niveau des outils, que ce soit au niveau de la vision, de la stratégie. Donc ça, c'est vraiment de la transformation internationale et je pense que pour tous ceux qui verront cette vidéo, c'est un très bon exemple à suivre, c'est-à-dire de faire en sorte que les entreprises essayent de se réinventer et profiter de cette de changement mondial quelque part, où toutes les cartes sont redistribuées pour regarder comment nous, Français, entreprises souvent innovantes, ou dans des domaines de luxe ou de technologie, on peut être attendu, comment on peut gagner par rapport à cette crise et se réinventer. Et c'est surtout ça que je retiens de nos échanges et que je trouve particulièrement intéressant. Merci Arnaud. Pierre et Yann, un petit mot de la fin. Donc, 2 entreprises adhérentes du World Trade Center Brest, dont nous sommes très, très heureux qu'elles en fassent part. Oui, alors tiens, ça me permet de rebondir sur le World Trade Center, parce qu'on n'en a pas parlé, je ne vais pas parler là-dessus, mais c'est aussi quelque chose que nous, on a utilisé pas mal, qu'on continue avec Sébastien à utiliser, toujours sur la recherche de réseaux, de distributeurs, d'informations. On l'utilise beaucoup. Et juste un dernier mot, puisque on parlait des collaborateurs, aujourd'hui, on leur dit, mais vous pouvez discuter entre vous, vous pouvez faire des réunions entre vous, vous n'avez pas besoin de nous. Et les idées, elles doivent aussi venir de vous. Donc, on a essayé de les sensibiliser au fait que la créativité pouvait venir d'eux et pas uniquement que ça soit vertical. On a l'idée, vous le faites, c'est fini ça. Ça, c'est fini. Et on leur dit, pour les business développeurs, par exemple, quelqu'un qui est responsable de l'Afrique, considère que c'est ton entreprise, tu es en Afrique, comment tu la développes? Tu as besoin de nous, on est là, les idées. Donc ça, c'est important de faire participer. On a essayé de leur donner ça. Maintenant, est-ce qu'on réussira? C'est un autre débat, on verra demain. Donc... Tu es en train de faire une entreprise libérée, hein. Attention, là, c'est vraiment une grosse transformation intéressante. Oui, mais ce que je dis toujours, ils me connaissent, j'ai des vieux trucs. Je leur dis, c'est une démocratie orientée chez nous. Donc voilà. Du coup, il y a du constructivisme, il y a encore plus de souplesse en tout cas, et de participatif. Pierre, un mot de la fin peut-être, et peut-être une réponse aussi à une question qui vient de tomber là d'Olga Chevet, qui dit, je pense qu'il va y avoir une phase de test digital avant vraiment de s'investir dans un pays. Qu'en dites-vous? Je ne sais pas comment il faut saisir la question. C'est peut-être la compatibilité d'un pays, je dirais, avec l'acceptation d'une relation assez digitale. Est-ce que c'est comme ça, je pense qu'il faut comprendre la question? Alors, je ne sais pas si c'est s'installer, d'abord essayer de faire du digital avant de s'y installer et voir la pertinence de l'intérêt d'un pays par son… Oui, bonjour, je vais préciser ma pensée. Effectivement, ce que vous disiez, Pierre, c'était plus dans ce sens-là, c'est-à-dire que on voit il y a des entreprises qui, avant de se positionner par rapport au choix de pays pour orienter beaucoup plus de fonds ou s'engager vraiment dans un des pays, il y a d'abord cette phase de test de ce pays-là à partir de la France et ensuite, après un certain niveau de réaction positive, on va dire, ou de réponse positive qui vient du marché, il y a une décision qui est prise d'y aller pour approfondir, trouver un partenaire, agent. Donc, on voit une émergence, en tout cas, je vois au niveau de mon activité, une émergence de cette phase un peu supplémentaire avant de passer à phase agent ou partenaire comme on avait l'habitude de le faire dans le monde un petit peu avant. C'était plus dans ce sens-là. Donc, c'était juste pour savoir, est-ce que vous ressentez un peu la même chose ou pas forcément? Alors, moi, je ne l'avais pas foncièrement ressenti en soi et en même temps, c'est très intéressant, je trouve, de réfléchir au fait que, peut-être que grâce aux outils digitaux, on aura une première approche d'intérêt pays avant d'y aller. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça a du sens. Sur ces outils digitaux, juste un bémol, et tout à l'heure je disais, et c'est important qu'il faut que ce soit une corde à l'arc supplémentaire, mais on restera quand même sur du présentiel, du physique, passer par le questionnement, tout ce qui a trait par le digital, plutôt tout le questionnement, l'empathie, la compréhension, le feeling des personnes. On n'aura pas tout non plus par ces caméras, hein, donc il faut vraiment que ça s'ajoute l'un à l'autre, mais en effet,
pourquoi pas avoir une première approche qui passe par là et qui donnera en tout cas quelques détails supplémentaires. Merci Pierre, merci Olga. Une dernière question de Florence et après on vous libère parce que voilà, on avait dit 19h. Florence Vinclair qui demande est-ce que le plus de présence commerciale locale mentionnée pourrait finalement également inciter aussi à plus de production locale? Une question intéressante. Alors peut-être pas pour Yann parce que dans le secteur logiciel c'est plus compliqué. Peut-être pour Pierre ou pour Arnaud. Dans le Made in France, ce sera certainement pas plus de local. En tout cas, c'est pas ça que nous on va chercher. J'ai pas eu l'impression, sauf exception, que les transports internationaux étaient, en tout cas sur nos tailles de lot quelque part, parce que nous on envoie une à 20 palettes. On n'a pas été outre mesure perturbé dans la logistique internationale pendant la période. Donc, nous concernant, on ne va pas aller sur ce genre de solution. Mais attention, ça vaut pour notre métier. On met en avant le Made in France. Donc, forcément, c'est compliqué. En fait, on voit différentes solutions, mais c'est vrai que tout ce qui est Made in France, luxe, techno, etc., ce n'est pas forcément le local, mais il faut voir, alors c'est quelque chose qu'on voit émerger, c'est encore un peu tôt, je suis sûr qu'on en reparlera. On voit arriver la pression de plus en plus forte sur notamment les voyages et le transport des marchandises sur l'environnement et certaines pressions pour essayer de l'optimiser ou de le réduire. Donc c'est encore un peu tôt, hein, ça peut paraître de prospective, mais il n'est pas impossible que dans certains cas, on essaie de privilégier, d'être proche du client et de produire localement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu une volonté forte. En tout cas, ça n'a pas généré des besoins de délocalisation. C'est le cas. Quand on parle de local, c'est avant tout la politique du dernier mètre, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un contact, un agent de liaison qui n'est pas forcément un agent, mais quelqu'un qui va pouvoir même à côté du client, pendant les Teams ou les Zooms qui se font à distance avec la boîte en France, pour faire un peu d'interculturel, faire de l'humain et faire du contact. On a vu revenir ce genre de contact occasionnel, de partenaires occasionnels, d'agents de liaison, comme il y avait il y a très longtemps dans l'international, pour avoir un côté local. Mais ce n'est pas forcément de la prod et c'est surtout à vocation commerciale. Parfait. Bah, écoutez, merci Arnaud et merci Pierre et Yann pour vos témoignages. Julie, est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion? Merci. Merci et on vous propose à nouveau, je suppose, un nouveau webinaire et nous allons réfléchir à la thématique.